Si tu dois 100 000 $ à la banque, elle te tient. Si tu lui en dois 100 millions, c'est toi qui la tiens. Cette citation de David Graeber est une vérité universelle. La dette est un des leviers les plus puissants de notre système financier. Utilisée par des individus, des entreprises ou même des États, elle permet de se financer. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à la dette publique, autrement dit, celle des États. Pour faire simple, c'est l'addition de tous les emprunts contractés par l'État et les administrations publiques comme la sécurité sociale. Nous allons étudier le passé pour comprendre les différentes phases qui ont mené à des désastres économiques pour mieux appréhender le futur. La crise du Covid-19 et les plans de relance qui ont suivi ont obligé les gouvernements à intervenir massivement pour soutenir l'économie. En septembre 2019, la dette française s'élevait à 100% du PIB et aujourd'hui c'est 114% selon l'INSEE. Concrètement, en 20 ans, la dette française est passée de 900 à plus de 2650 milliards d'euros. Le sujet de la dette publique est donc d'actualité, presque 10 ans après la dernière crise en zone euro. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Qu'est-ce qu'une crise de la dette ? Et surtout, comment s'en sortir ? Tenez-vous bien car ce qui nous attend n'est pas rose. Le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est de vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge et la cloche pour suivre tout notre contenu. Attachez vos ceintures, suivez les consignes de bord, le voyage peut commencer. Bienvenue sur Money Radar. Naturellement, vous vous demandez sûrement comment nous en sommes arrivés là. Mais imaginez construire un gratte-ciel sur les fondations d'une maison. Je ne vous fais pas un dessin, c'est loin d'être idéal. Pas de panique, nous allons tout vous expliquer, mais avant tout, construisons les fondations d'aujourd'hui en rappelant les bases de nos économies, la dette. Installez-vous confortablement. Pendant les manœuvres de décollage, un petit rappel théorique sur le système économique mondial s'impose. L'ensemble des économies mondiales est basé sur la dette. Fabuleux moteur de croissance, la dette permet notamment aux États de se financer. Nous allons, pour comprendre ce mécanisme, prendre l'exemple de notre beau pays, la France. Et vous allez le voir, nous sommes bien loin des beaux paysages de la Côte d'Azur. En France, les dépenses de l'État pour des secteurs comme l'éducation, l'industrie ou encore l'armée sont supérieures à ses recettes. C'est ici qu'intervient le besoin de financement de l'État, nécessaire pour combler l'écart entre dépenses et recettes. Pour satisfaire ce besoin, il se tourne vers les marchés financiers. Mais un État ne se finance pas de la même manière qu'une entreprise par une IPO, Initial Public Offering. Il ne propose pas des actions, mais des obligations. On distingue deux types de titres financiers émis par les États. Les bons du Trésor, disposant d'une maturité inférieure ou égale à 12 mois, remboursés donc dans un délai maximum d'1 an, mais aussi des obligations à plus long terme que l'on nomme les obligations assimilables du Trésor, OAT, dont la maturité va de 2 à 50 ans. C'est donc l'instrument de financement à moyen et long terme de l'État. Le besoin de financement pour la France pour l'année 2022 s'élève à 298,9 milliards d'euros. Quant à l'encours de la dette négociable fin mars 2022 est évalué à 2210 milliards d'euros seulement pour l'État. Parmi cette somme phénoménale, on trouve 7% d'obligations à court terme, les bons du Trésor à hauteur de 151 milliards d'euros et en majorité absolue 93% d'obligations à moyen long terme OAT à hauteur de 205 milliards d'euros. Mais qui détient cette dette ? Chaque mois, l'agence France Trésor publie un bulletin mensuel. L'une des choses intéressantes est que l'on constate au fil du temps que la pandémie de Covid-19 n'a globalement pas modifié la structure de détention de la dette publique française. On note donc que la dette de l'État est détenue en juin 2022 à 48,50% par des non-résidents, autrement dit des investisseurs institutionnels en majorité étrangers, chiffre qui est par ailleurs en diminution de 10% depuis 2016. On peut donc en déduire que les investisseurs étrangers sont moins intéressés par l'investissement sur la dette française qu'auparavant. Enfin, parmi les résidents qui constituent 52% de la composition, on trouve des entités telles que les OPCVM, les établissements de crédit ou encore les compagnies d'assurance. Il est légitime de se demander si la détention de la dette par des non-résidents comporte des risques. D'un côté, les États ont naturellement une préférence pour une détention par des investisseurs résidents, étant donné qu'ils sont plus captifs que les non-résidents. Ils sont en effet moins sujets à la panique en cas de crise ou d'instabilité économique. Mais l'État y gagne également car il peut exercer par exemple une pression fiscale ou jouer sur la réglementation financière. La détention de la dette par des investisseurs résidents permet donc une meilleure stabilité du financement public. Pourtant, d'un autre côté, la présence des non-résidents indique qu'il existe une demande à l'étranger. Cette forme d'attractivité permet à l'État de faciliter son financement, mais également d'accéder à des taux d'intérêt plus faibles.
Ces deux types d'acteurs sur les obligations ne sont donc pas opposés. Bien au contraire, ils sont même complémentaires. Maintenant que nous connaissons la structure d'un pays doté d'une économie développée comme la France, il est temps d'étudier la situation du côté européen et mondial. Mais avant tout, il est important de comprendre comment fonctionne le système d'une obligation de l'émetteur à l'investisseur, comme vous et moi. OAT, bon du trésor, taux de rendement, maturité d'une obligation. De quoi avoir besoin d'une aspirine et d'un verre d'eau, je vous l'accorde. Ne vous en faites pas, nous allons tout vous expliquer, comment tout est orchestré de manière simple et efficace. Vous allez comprendre le chemin d'une obligation de son émission à son arrivée entre vos mains. Nous sommes sur la piste de décollage, quelques minutes nous séparent de notre transition entre présent et passé pour mieux appréhender le futur. Profitons de ces quelques minutes de calme pour comprendre le fonctionnement interne des obligations d'État. Comme nous l'avons vu, les obligations du type OAT à moyen et long terme sont majoritaires dans la composition de la dette de l'État français. Nous allons donc particulièrement nous y intéresser. L'émission des OAT respecte des modalités très précises. C'est le premier jeudi de chaque mois que l'agence France Trésor fait partie du montant qu'elle souhaite emprunter, mais elle ne s'adresse pas à n'importe qui. On parle alors de spécialistes en valeur du trésor ou SVT. Il y a actuellement 15 établissements bancaires qui disposent de ce statut, dont 4 français, BNP Paribas, la Société Agricole, Natixis et la Société Générale. L'achat des obligations par ces SVT se fait selon le système d'enchères hollandaise. Chacune de ces entités, lorsque l'agence France Trésor exprime son besoin de financement, fournit, sous enveloppe scellée, une proposition de prix pour acquérir ces obligations. L'objectif de l'État est ici d'emprunter dans les meilleures conditions possibles pour lever le plus de fonds possible. Il choisira naturellement les propositions offrant les prix les plus élevés. Et les SVT sont aussi grandement gagnantes à ce petit jeu, car la France est considérée comme un emprunteur sûr. La probabilité qu'elle ne rembourse pas est par conséquent particulièrement faible. Nous connaissons ainsi la relation entre émetteurs et acheteurs sur le marché primaire. Mais pour que les obligations se retrouvent entre nos mains de petits investisseurs, une transition doit s'opérer entre marché primaire et secondaire. Ce schéma montre bien cette transition et la relation expliquée dans le marché primaire. Lorsque ces entités SVT ont acheté les obligations émises par l'agence France Trésor, elles peuvent les vendre à ceux de leurs clients qui sont par exemple des entreprises ayant une accréditation PSI, prestataire de services en investissement. C'est ici que la transition entre primaire et secondaire s'opère. Ces entités vont ainsi ajouter les obligations OAT à leur catalogue d'investissement auquel les investisseurs particuliers ont accès. Trêve de théorie, passons à la pratique. On passe à l'économie avec vous, Nicolas Bouzou. Les taux d'intérêt de la dette publique française montent, en général, pas que de la France d'ailleurs. La crise de la dette des États, également nommée crise de la dette souveraine, est un sujet controversé et tabou, tant il fait peur aux politiques et économistes. Pourtant, on ne peut pas se voiler la face et nous allons le voir, à un niveau mondial, certains États sont en passe de vivre des crises financières dramatiques, si ce n'est pas déjà le cas. Tous les passagers sont installés, les ceintures sont bouclées, notre périple peut commencer. Juillet 2022, l'économie mondiale est au plus mal. Les conséquences des choix politiques lors de la crise du Covid-19 commencent à se faire sentir. L'inflation aux États-Unis bat des records inégalés depuis 40 ans, à près de 9% rien que pour le mois de juin. La Banque centrale américaine tente tant bien que mal de contenir l'inflation par tous les moyens, même si cela signifie une période de ralentissement économique, autrement dit, de récession. Au 27 juillet 2022, la Fed a annoncé une augmentation de 75 points de base sur les taux d'intérêt, qui vient s'ajouter aux décisions de mars, mai et juin. Portant ainsi les taux d'intérêt d'un niveau proche de 0 à près de 2,25 et 2,50%. C'est également la plus forte hausse enregistrée depuis les années 80, lorsque Paul Volcker était encore président de la Fed. C'est ici qu'intervient la question de la récession. Peut-on réellement considérer les États-Unis, première puissance mondiale, en récession ? L'économie américaine est sur le bon chemin, assure Joe Biden, le président américain, qui ne se dit pas surpris du ralentissement de l'économie. Une récession est tout d'abord un ralentissement ou un recul de la croissance économique. Celle-ci est généralement officielle lorsqu'on observe un PIB sur au moins 2 trimestres consécutifs. Selon l'histoire, nous pouvons effectivement considérer les États-Unis comme étant en récession, malgré le fait qu'à l'heure où nous vous parlons, les plus hautes instances américaines ne considèrent pas le pays comme étant dans ce cas de figure. Plutôt paradoxal. Étudions donc la dette des États-Unis. Le 1er février 2022, elle a dépassé les 30 trillions de dollars. Oui, trillions, vous avez bien entendu. Elle s'élève donc aujourd'hui à 130% du PIB américain. Pour faire simple, si on demande à chaque citoyen américain de rembourser la dette de son pays, il devrait débourser plus de 90 000 $. Mais pourquoi la dette est-elle si élevée ?
Eh bien, pour la simple et bonne raison que le Congrès ne cesse d'augmenter les dépenses déficitaires tout en réduisant les impôts, alimentant ainsi toujours plus l'ogre de la dette américaine. Concrètement, si des mesures ne sont pas prises, la capacité du pays à rembourser sera mise en question, affectant par extension l'économie mondiale. Nous survolons actuellement les États-Unis, le temps est beau, le ciel est bleu, loin de tous ces chiffres et de cette ambiance morose que laisse penser l'économie américaine. Nous pouvons apprécier ce merveilleux paysage et gentiment nous diriger vers notre nouveau cap, l'Europe. Après avoir étudié les États-Unis, il est intéressant de se pencher sur le cas de la zone euro afin d'avoir une vision claire et précise de la situation économique mondiale. Prenons donc la direction du vieux continent. L'équipage vous souhaite un agréable voyage au-delà de l'Atlantique et rendez-vous en Europe. Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement l'Italie, Milan, Rome, des villes qui font rêver, mais parlons un peu économie. Que vaut réellement l'économie italienne en 2022 ? Cela ne va pas vous plaire. L'Italie est un des acteurs principaux de l'Union européenne. Et pourtant, ses performances économiques inquiètent. Pauvreté en hausse, PIB par habitant qui se situe au même niveau depuis 20 ans, mais aussi une dette publique parmi les plus élevées d'Europe. La dette italienne, on en parle depuis les années 90, période où elle a commencé à croître considérablement avec un taux annuel de 5,6%. En l'espace d'une décennie, c'est une dette qui passe de 776 milliards à 1 282 milliards d'euros. Le tout accompagné d'un taux de chômage élevé et d'un faible investissement public, le cocktail est plutôt explosif. Mais ce n'est pas tout. L'inflation italienne est au plus haut depuis des décennies avec un taux en juillet 2022 à 7,9%, bien loin des 2% de référence. Oui, mais voilà, tout le problème n'est pas là pour l'Italie, mais bien dans les actions de la BCE. Nous le savons, la Banque centrale agit sur les taux pour contrer l'inflation. Sauf que l'économie italienne réagit bien trop violemment à ces actions, ce qui n'est pas étonnant lorsque la dette s'élève à 150% de son PIB. Alors que l'Italie est au bord d'une crise économique sans précédent, vient s'ajouter aujourd'hui une crise politique pour savoir qui prendra le pouvoir. Nous nous souvenons tous de la crise de la dette souveraine grecque en 2008. Pourtant, la Grèce n'était qu'une économie secondaire de l'Union européenne. Imaginez une crise similaire pour un pays fondateur de cette union. Et c'est probablement ce qui va arriver dans les années à venir. Prenons une petite pause pour revoir nos acquis avant de débuter notre voyage au cœur des différentes phases d'une crise de la dette souveraine. Nous connaissons la situation à un niveau individuel, soit à l'échelle d'un État, et la santé économique de la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis. Enfin, nous connaissons la position de l'Europe et particulièrement de l'Italie, qui est le pays le plus souffrant par rapport à sa dette. Enfin, l'Asie est volontairement omise de ce sujet car c'est d'une part un continent dont la situation est très complexe, mais surtout parce que la majeure partie des enjeux économiques du monde actuel et celui de demain se jouent en Europe. Chaque crise est différente par ses causes, mais les conséquences sont souvent similaires pour un État. Il est donc possible d'avoir une vision analytique de ces crises par les différentes phases qui la composent. Le schéma classique d'une crise de la dette souveraine comporte évidemment plusieurs étapes distinctives. Aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur celles que nous considérons comme les plus importantes, la bulle et la dépression. Commençons avec la première phase, la bulle spéculative. La bulle est un phénomène qui émerge au milieu d'un cycle vertueux, auto-renforcé de forts flux de capitaux, de bons rendements des actifs et de conditions économiques favorables. Lorsqu'il y a une grande vague de capitaux qui entre dans un pays, par exemple, le taux de change est généralement fort. L'économie est donc également en plein essor. Cette hausse tend également à s'auto-renforcer jusqu'à ce qu'elle soit tellement exagérée qu'elle s'inverse. Imaginez un ballon, plus l'air entre à l'intérieur, plus la pression devient grande. Mais le ballon ne peut supporter une pression infinie et au bout d'un moment, il explose. Pour l'économie et les marchés financiers, c'est la même chose. Il faut savoir trouver la bonne pression pour que le ballon soit le plus solide possible sans pour autant le faire exploser. Mais pourquoi cette hausse s'auto-renforce-t-elle ? Nous savons que les marchés financiers et l'investissement de manière générale sont très sensibles à la psychologie des foules. Cela se confirme car les flux entrants font grimper la monnaie, plutôt logique. Mais cela a aussi pour effet de rendre désirable la détention d'actifs reliés à cette monnaie. Par exemple du bitcoin contre de l'euro ou du dollar, voire même de la yen japonaise. Pourtant, au fur et à mesure que la monnaie s'apprécie, elle érode la compétitivité du pays. À ce stade, la croissance est de plus en plus financée par la dette et le pays devient très dépendant des financements étrangers. Comme dans tous les cycles d'endettement, les effets positifs arrivent en premier et les effets négatifs plus tard. Le poids de la dette augmente rapidement. Par rapport au PIB, c'est une hausse de 10% à un taux annuel sur 3 ans. La dette en devises étrangères augmente aussi. En moyenne, 35% de la dette totale et environ 45% du PIB, ou encore une croissance bien supérieure à son potentiel. Ici, on remarque très bien cette phase d'appréciation de la dette durant la période de bulle spéculative. Classiquement, pendant la bulle, l'écart entre les revenus du pays et ses dépenses se creuse.
Le pays a besoin d'un influx croissant de capitaux. Le système s'apparente alors de plus en plus à une forme de Ponzi. À ce stade, le pays est de plus en plus fragile et même un événement mineur peut déclencher un retournement. Prenons quelques minutes pour étudier les bulles spéculatives de l'histoire. Septembre 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet qui génère une baisse de 63% sur l'indice français CAC 40. Cette bulle s'est accompagnée d'un ralentissement de la croissance, mais celui-ci n'était rien comparé à ce qui nous attendait 8 ans plus tard. L'effondrement du marché immobilier en 2007 s'est d'abord propagé au secteur financier américain, mais les crédits subprimes étaient partout. Août 2007, les banques centrales des pays développés durent procéder en urgence à des injections de liquidités pour empêcher le pire, la paralysie du système bancaire. Septembre 2008, les défaillances bancaires se multiplient et Lehman Brothers, pilier de la finance en Amérique, s'effondre. La crise, telle un métamorphe, s'était transformée en crise bancaire et financière, obligeant les États à intervenir pour les sauver d'une mort certaine. À l'aube de la bulle des subprimes, tel un pays ravagé par la guerre, il ne restait que tristesse et désolation au sein de la finance et de l'économie mondiale. De nos jours, la bulle spéculative a notamment été alimentée par des plans de relance massifs pour soutenir l'économie lors de la crise du Covid-19. Littéralement l'ère de l'argent magique lorsque l'on voit actuellement des indices américains comme le Nasdaq et le SP 500 en chute de respectivement 34% et 24%, nous pouvons conclure par une affirmation « L'avenir est loin d'être radieux et nous sommes loin d'en avoir fini ». Maintenant que nous avons étudié la bulle, passons à la phase 2. La dépression est une phase fondamentalement liée à la monnaie par le simple fait que la modification de la valeur d'une monnaie fait aussi varier le prix des biens et des services. Normal à première vue. Pourtant, cette modification s'opère à un rythme différent pour les pays étrangers et pour les citoyens. Pensez-y de la manière suivante. Si le soutien d'une famille perd son emploi et doit adapter une réduction de salaire de 30% pour en trouver un nouveau, cela aura un effet économique dévastateur sur la famille. Mais lorsqu'un pays dévalue sa monnaie de 30%, cette réduction de salaire ne devient une réduction de 30% que par rapport au reste du monde. Pour les citoyens du pays, cela ne change rien. En d'autres termes, la dépréciation de la monnaie permet d'offrir des réductions de prix au reste du monde. En fait, les dévaluations sont stimulantes pour l'économie car elles tendent à faire augmenter la valeur des actifs ou encore à stimuler les exportations tout en diminuant les importations. Pourtant, c'est un jeu à double tranchant car la façon dont les décideurs politiques les gèrent influe grandement sur la santé économique. Dans toutes les dépressions inflationnistes, la faiblesse de la monnaie se traduit par une hausse des prix des biens importés, dont une grande partie est répercutée sur les consommateurs, ce qui entraîne une forte augmentation de l'inflation. Il est donc préférable de procéder à une dévaluation importante de la monnaie et ponctuelle. Une inflation plus élevée a ainsi moins de chances d'être soutenue. Ce mécanisme de dévaluation monétaire est particulièrement visible tout au long de l'histoire. Durant les crises de la bulle Internet et celle des subprimes, on remarque également une chute de la valeur de l'euro de près de 30% avant un retour à la normale. La valeur de l'euro-dollar passe à cette époque de 1,19 à 0,81. Même chose pour la crise des subprimes où l'on retrouve des fluctuations de prix similaires. Avec une valeur de 1,60 en juillet 2008 et 1,22 en octobre 2008, soit une dépréciation de 23%. Pourtant, en 2008, la chute est bien plus brutale. L'inflation plus élevée a ainsi eu moins de chances d'être soutenue. Actuellement, l'euro-dollar enregistre une chute de 19% depuis ses plus hauts au seuil des 1,23. Si l'on considère une action des dirigeants politiques sur l'euro, une chute semble être encore au goût du jour. Cela pourrait mener l'euro-dollar sous la parité, soit un euro plus faible par rapport au dollar. Pour conclure, le retour à la normale se produit lorsqu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie. Celui-ci est généralement déterminé par le flux de capitaux, principalement lorsque la Banque centrale parvient à rendre à nouveau souhaitable la détention de cette même monnaie. Les crises, et notamment celle de la dette, sont monnaie courante dans le système capitaliste. Il ne faut pas les considérer comme le grand méchant loup, mais plutôt comme une source d'opportunités lorsque les phases de transition apparaissent. Le financement d'un État, les obligations et la situation économique actuelle n'a plus de secret pour vous. Votre objectif en tant qu'investisseur est d'être rentable et de vous enrichir. Cela passe certes par une connaissance des marchés financiers et des actifs dans lesquels vous investissez, mais n'oubliez pas qu'être averti quant à la situation économique mondiale et surtout en période de crise est fondamental, non pas pour gagner de l'argent, mais pour le protéger. Ces périodes de crise ne doivent pas être des opportunités de gain, mais plutôt de recherche et d'apprentissage. Mesdames et messieurs, nous abordons notre descente vers la terre ferme. Il est 15h19 heure locale, la température extérieure est de 20 degrés et le ciel est bleu. Nous vous souhaitons un agréable séjour et merci d'avoir choisi Money Radar. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir avec un commentaire, un like ou un partage. Le meilleur moyen pour soutenir notre chaîne est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'éducation et de pédagogie. Et pour aller plus loin, abonnez-vous à notre newsletter en description. Nous serons de plus très heureux de vous accueillir sur notre fil Telegram et notre serveur Discord. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.